Nous avons de nombreux sujets à considérer, mais tout d'abord, il est nécessaire d'examiner ce qu'est la liberté. S'il ne comprend pas la liberté, non seulement à l'extérieur, mais surtout intérieurement, s'il ne le comprend pas profondément et sérieusement, non seulement avec l'intellect, mais le ressent vraiment, ce que nous dirons peu de choses signifieront. Nous avons déjà envisagé la nature de l'esprit. C'est l'esprit sérieux qui vit vraiment, qui connaît la joie de vivre, pas celle qui marche simplement à la recherche de divertissement, de satisfaction et de sa propre garniture. La liberté nécessite une répudiation totale, le déni total de toutes les autorités internes et psychologiques. La jeune génération pense que la liberté est de cracher sur le visage du policier, chacun de faire ce qu'il veut. Mais le rejet de l'autorité externe ne signifie pas nécessairement qu'il est complètement libre de toute autorité intérieure psychologique. Lorsque nous comprenons l'autorité intérieure, l'esprit et le cœur sont totaux et entièrement libres. Nous sommes ensuite qualifiés pour comprendre l'action externe de la liberté. La liberté d'action à l'étranger dépend entièrement d'un esprit sans esprit. Cette question nécessite une grande somme de patience, d'enquête et de réflexion. C'est une question de primauté et d'importance. La comprenant, nous serons en mesure de considérer d'autres choses dans la vie et la vie quotidienne comme un nouvel esprit. Selon le dictionnaire, le mot autorité dérive de l'auteur. Celui qui lance une idée originale qui crée quelque chose de complètement nouveau. Cet homme établit un modèle, un système basé sur ses idées. D'autres suivent un tel système, trouvant une certaine satisfaction, ou commencent une nouvelle façon de vie religieuse, que d'autres vont aveuglément ou intellectuellement. C'est ainsi que les normes ou les modes de vie et la conduite politique et psychologique sont établis à l'extérieur et intérieurement. L'esprit en général, très paresseux et indolent, trouve plus facile de suivre ce que dit un autre. Le suiveur accepte l'autorité, le fin de la réalisation de ce que promet votre système de philosophie ou d'idées. Ce système y est accroché, il devient dépendant et confirme ainsi l'autorité. Le suiveur est donc une entité humaine sans originalité. La plupart des gens aussi. Ils peuvent penser qu'ils ont des idées originales dans la peinture, la littérature, la musique, etc. Mais essentiellement, comme ils sont conditionnés à suivre, imiter, ajuster, sont devenus des êtres humains d'occasion. Ces êtres humains absurdes. C'est un aspect de la nature destructrice de l'autorité. Comment l'être humain suit-il quelqu'un psychologiquement ? Nous ne faisons pas référence à l'obéissance externe, au respect de la loi, mais à l'intérieur, psychologiquement. Suivez-vous quelqu'un ? Si c'est dans ce cas, c'est essentiellement une entité sans originalité. Il peut pratiquer de bonnes œuvres, vivre très utile, mais cette vie signifie peu. Il y a aussi l'autorité de la tradition. La tradition signifie le transport du passé à nos jours. Religieuse, tradition familière et raciale. Et il y a la tradition de la mémoire. Vous pouvez voir que la tradition suivante à certains niveaux a de la valeur, à d'autres niveaux, elle n'a aucune valeur. Les bonnes manières, gracieuseté, considération, nées de l'état de surveillance de l'esprit, peuvent progressivement se convertir en tradition. Une fois le motif fixe, l'esprit le répète. Ouvrez la porte à quelqu'un d'autre, soyez ponctuel au repas, et ainsi de suite. Mais étant devenu la tradition, ces actes ne proviennent plus de l'état de surveillance, pénétrant la perception, la lucidité. L'esprit qui cultivait la mémoire fonctionne basé sur la tradition, égal à un ordinateur qui se répète sans cesser les mêmes choses. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose de nouveau, entendre quelque chose de totalement différemment. Nos cerveaux sont comme des magnétophones. Certains souvenirs sont cultivés depuis des siècles, et nous ne faisons rien d'autre s'ils ne les répètent pas. Au milieu du bruit de cette répétition, nous ne pouvons rien entendre de nouveau. Et au même moment, que dois-je faire ? Comment puis-je me libérer du vieil homme mécanisme, du vieux ruban, AJD, pendrive ? Le nouveau ne peut être entendu que lorsque l'ancien silence du ruban de partout, sans aucun effort de notre part.
lorsque nous sommes sérieux et que nous sommes donc intéressés à découvrir et à prêter attention. Nous avons donc l'autorité d'un autre, sur qui nous dépendons, l'autorité de la tradition et l'autorité de l'expérience, passée comme mémoire, comme connaissance. Et il y a aussi l'autorité de la présente expérience que nous reconnaissons en fonction des connaissances accumulées dans le passé. Et une telle expérience, car elle peut être reconnue, n'est pas une nouvelle chose. Comment un esprit, un cerveau qui était si conditionné par l'autorité, l'imitation, l'ajustement, entend quelque chose de complètement nouveau? Comment voir la beauté du jour avec l'esprit, le cœur et le cerveau obscurcis par le passé comme autorité? Si nous pouvons vraiment réaliser le fait que l'esprit porte la charge du passé et a été conditionné par l'autorité sur diverses formes, qu'elle n'est pas libre et, étant par conséquent incapable de voir totalement, nous mettrons alors de côté le passé sans aucun effort. La liberté nécessite la résiliation totale de toutes les autorités internes. Cet état mental entraîne une liberté externe, toute différente de la réaction d'opposition ou de résistance. Ce que nous disons est, en fait, très simple. Et précisément à cause de cette simplicité, il peut échapper à votre appréhension. L'esprit, le cerveau, est conditionné en raison de l'autorité, de l'imitation et de l'obéissance. C'est L'homme vraiment libre ne reconnaît aucune autorité intérieure. Cet homme sait ce que c'est que d'aimer et de méditer. Comprenant la liberté, on comprend également ce qu'est la discipline. Cela peut sembler une affirmation contradictoire, car en général, nous pensons que la liberté signifie être libre de toute discipline. Quelle est la nature de l'esprit très discipliné? Il ne peut y avoir de liberté sans discipline. Mais cela ne signifie pas que nous devons d'abord nous discipliner pour avoir alors la liberté. Liberté et la discipline s'accompagnent toujours. Ce ne sont pas des choses distinctes. Alors, que signifie la discipline? Selon le dictionnaire, le mot discipline signifie l'apprentissage. Et nous ne forcez pas l'esprit à s'adapter à un certain schéma d'action basé sur une idéologie ou une croyance. L'esprit capable d'apprendre est différent de celui qui est seulement capable de s'adapter. L'esprit que vous apprenez, observez, voyant vraiment de quoi il s'agit, n'interprète pas ce qu'il est conforme à vos désirs, à votre conditionnement, à vos plaisirs privés. La discipline ne signifie pas réprimer, contrôler ou ne pas s'adapter à un modèle ou à l'idéologie. Cela signifie que l'esprit voit ce qu'il est et apprend de ce que c'est. L'esprit est alors intelligent et vigilant sur mode. Le disciplinaire, dans le bon sens, implique une entité qui est disciplinée conformément à quelque chose. Il s'agit d'un processus dualiste. Je dis, entre moi, que je dois me lever tôt chaque matin et arrêter d'être paresseux ou je ne devrais pas partir pour rétrécir, un processus dualiste. Celui qui, par la volonté, cherche à déterminer ce qu'il doit faire en opposition à ce qu'il fait vraiment. Dans cet état, il y a un conflit. La discipline imposée par les parents, la société, les organisations religieuses, est un ajustement. Contre cet ajustement vient la révolte. Le père veut forcer son fils à faire certaines choses, et il se rebelle. Et ainsi, de suite, tel est la vie basée sur l'obéissance et l'ajustement. Et, quelque chose autrement, rejeter le réglage pour faire ce qui est compris. Soyons donc pour découvrir la nature de l'esprit qui ne correspond pas. Cela n'imite pas, cela ne suit pas, qui n'obéit pas, et pourtant est très discipliné. Discipliné dans le sens où il apprend constamment. La discipline est d'apprendre et de ne pas s'adapter. L'ajustement implique que par rapport les uns aux autres, mesurant ce que je suis ou je pense être par rapport aux héros, aux saints, etc. Y a-t-il un ajustement? Il y a nécessairement une comparaison. Voir ceci, s'il vous plaît. Découvrez si vous êtes en mesure de vivre sans comparaison, c'est-à-dire sans ajustement. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à comparer. Que ce soit comme votre frère, ou votre grand-mère, ou la même chose que le saint, suivez Mao Tse-tung. En éducation, nous comparons. Dans les écoles, nous donnons aux étudiants les notes et les soumettons aux examens.
Nous ne savons pas ce que cela signifie de vivre sans comparer et sans concurrence. Et donc, pas agressivement, pas violemment. La comparaison avec l'autre est une forme d'agression et une forme de violence. La violence n'est pas seulement tuer ou battre quelqu'un. C'est aussi un esprit comparatif. J'ai besoin d'être égal à ainsi, et donc j'ai besoin de me perfectionner. La propre amélioration est la véritable antithèse de la liberté et de l'apprentissage. Découvrez par vous-même un mode de vie sans comparaison. Et il y aura une chose merveilleuse. Si vous devenez vraiment vigilant sans aucun choix, vous verrez ce que signifie vivre sans comparaison. Je ne juge pas, monsieur. Je demande. J'apprends. J'observe les gens qui écrivent des livres, qui composent des poèmes ou des drames, qui jouent du violon. Je vois le fait devant moi. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Je demande ce qu'est une activité créative. Au moment où je dis que c'est bien, c'est fini. Je ne peux pas apprendre. Et je veux apprendre. Je veux savoir ce que signifie être un créateur. Interrogando. Cela peut signifier être doté d'une certaine capacité innocente à tout apprendre. Krishnamurti. Je ne sais pas. Peut-être. Je veux le découvrir. Je veux apprendre. Interrogando. Cela signifie être éveillé, vivant. Krishnamurti. Je vais au musée, je vois toutes les peintures, je les admire. Je me compare et je dis auquel génie créatif. Je veux donc vérifier ce que signifie être un créateur. Dois-je acheter une poésie? Peindre une planche? Écrivez un drame pour être un créateur? Autrement dit, la puissance de la création nécessite une expression. Ayez la gentillesse d'écouter attentivement. La femme qui cuisine du pain dans une cuisine suffocante est-elle créative? Interrogando. En général, nous appelons les créateurs de telles activités. Krishnamurti, j'interroge. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Je ne sais pas, je veux apprendre. Interroger, si je fais du pain sans jamais le faire dans ma vie, je suis un créateur. Krishnamurti, je leur demande, monsieur. Qu'est-ce qu'une activité créative? Interrogando. Nous sommes des créateurs en ce moment. Krishnamurti. Non, 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 non. Observant les activités que l'homme appelle habituellement les créateurs, je me demande quel est le pouvoir créatif. A-t-il besoin d'expression, comme cuire un pain, peindre des peintures, écrire des vérificateurs ou gagner de l'argent? Nécessite-t-il l'expression? Interrogando. Oui, je pense que nous sommes des créateurs maintenant. Krishnamurti, ce n'est pas le point essentiel. Le fait est le suivant. Êtes-vous un créateur ou écoutez simplement quelqu'un qui attire l'attention sur lui? Interrogando. Je pense qu'une personne crée quand il observe, pas de manière critique. Interrogando. Au moment où une personne voit qu'elle est attachée à certaines choses, en même temps pour voir, il agite. C'est le moment de la création. Krishnamurti. Alors, je dis que voir agir et à ce moment-là, il y a de la création. Il s'agit d'une définition interrogeante. Ne crée pas en harmonie avec la nature? Krishnamurti. Êtes-vous en harmonie avec la nature? Vous ne réalisez pas où je veux aller. Je veux le découvrir, monsieur. J'ai faim. J'ai observé les grands peintres, regardé tous les drames célèbres, etc. Et je demande, qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que le créateur? Ne donnez pas de définition parce que je veux apprendre. Interrogando. Est-ce que quelque chose de nouveau est un créateur? Krishnamurti. Et qu'est-ce que cela signifie? Faites quelque chose de totalement nouveau et original, sans aucune décision. Cela signifie que le passé devrait se terminer. En vous, a-t-il terminé? Ou parlez-vous simplement de la création, tout comme vous parlez d'un livre? Si c'est tout, je suis hors de ce jeu. Je veux apprendre. Je suis amoureux. Je veux verser des larmes dans ce travail, dans cette recherche. Un homme peut vivre de manière créative sans faire aucune de ces choses. Sans pain, sans peinture de peinture, sans écrire de poèmes. Vous ne pouvez vivre de manière créative que lorsque votre esprit n'est pas fragmenté.
Quand il n'y a pas de peur, quand l'esprit est exempt de tout ce qui vient du passé et libre du connu. Interrogé pour moi, la création n'est pas quelque chose, c'est un mouvement. Krishnamurti. Pas pour toi, Seigneur. Pas pour moi. Vous rendez tous la chose personnelle. La création n'est pas une opinion. J'ai faim, et vous êtes rempli de mots. Cela signifie que vous n'avez pas faim. Hier, après avoir parlé de l'attachement, j'ai regardé ce fait. L'esprit était vigilant toute la journée pour voir si j'avais l'attachement à quelque chose. Maille assis sur une estrade pour parler aux gens, écrire je m'attache à quelqu'un, aux idées, à une chaise. Réaliser, enquêter, car, enquêtant, des choses extraordinaires sont découvertes. La beauté de la liberté et de l'amour qui naît de cette liberté. En ce qui concerne la création, cela signifie un esprit qui n'est pas au courant de l'agression. Ainsi, afin de comprendre le mécanisme, l'intrigue des habitudes, nous devons être vigilants pour pénétrer le fait, le faire circuler dans nos veines, l'écoulement comme cette rivière se déplaçant. Laissez cette enquête vous conduire, à travers la journée, à de merveilleuses découvertes. Nous parlions de l'attachement, ce qui mène inévitablement à la peur. Nous avons également fait allusion aux différentes formes de peur, aux peurs que nous avons, à la fois conscientes et inconscientes. Et maintenant nous demandons si vous pouvez observer l'ensemble de ces peurs et les différents moyens d'évasion, sans utiliser de processus analytique. Je trouve nécessaire d'approfondir cette question, car l'esprit qui n'est pas libre de la peur et différentes formes d'évasion sera inévitablement paralysé. Il deviendra inintelligent, même s'il suit divers systèmes de méditation, etc. Ce qui est très futile et enfantin lorsqu'il n'est pas complètement libéré de la peur. Nous pouvons maintenant passer à un examen beaucoup plus profond de l'esprit, observant non seulement ses couches superficielles, mais aussi pénétrer les couches les plus profondes et les plus cachées, où il y a des peurs bidua. Étant donné que la plupart des gens sont attachés à une chose ou à une autre, cela indique qu'ils fuient leur propre solitude, leur frustration, leur vide et caractère superficiel. Si ce mouvement de peur est conscient, ce mouvement d'évasion vers le vide, on peut voir ce processus dans son intégralité et pas seulement partiellement. Pour voir quelque chose totalement, il faut cesser de toute l'activité fragmentaire de l'esprit qui veut des résultats. Je veux me débarrasser de la peur pour atteindre un autre état. Ou je suivrai tel ou ces systèmes de méditation afin d'obtenir des éclaircissements. Je vais discipline, me contrôlerai, me façonnerai pour voir des choses extraordinaires. Une telle façon de penser, de vivre et d'agir est fragmentaire. Je ne sais pas si vous le réalisez clairement. Peut-on observer toute l'intrigue de la peur, à partir de laquelle nous avons toute existence pour fuir, ainsi que les différents moyens d'évasion à partir desquels nous nous servons nous-mêmes? Ces formes d'évasion compliquées et si subtiles peuvent-elles être observées qui sont l'essence même de la peur? On peut voir que l'action résultant de toutes sortes de conclusions est fragmentaire car je l'effraye. Vous pouvez commencer à apprendre. Mais si à tout moment former une conclusion à la suite de cet apprentissage, il deviendra fragmentaire. Et qu'est-ce qui produit une fragmentation? Nous considérons déjà la peur que nous nous voyons attachés à quelque chose. Et la culture du détachement comme moyen de surmonter la peur. C'est une pensée fragmentaire. Et qu'est-ce qui cause la fragmentation dans nos vies? Je vous demande, messieurs, de ne pas conclure ce que vous entendez. Je veux vraiment communiquer avec vous sur une chose. Dire que nous avons la possibilité de librement et complètement libre de la peur. Non seulement de nos peurs biologiques et physiques, mais aussi des peurs psychologiques profondes. La peur est une conséquence de la fragmentation. L'attachement est une conséquence de la fragmentation. Et voir l'attachement et essayer d'être détaché est un mouvement résultant d'une fragmentation. J'ai l'attachement à ma famille, et je découvre que cet attachement provoque de la douleur ou du plaisir. Si c'est douloureux, je veux le combattre. Pour me libérer, comme nous l'avons dit, c'est un mouvement résultant du fragmentation. Et par conséquent, il ne peut venir à aucune solution. Et quelle est la base?
Quel est le mécanisme de cette fragmentation de notre vie? Fragmentation intérieure et extérieure, division en différentes nationalités, religions, coutumes. Avec l'un de ces fragments, nous espérons arriver à une synthèse, à l'état d'intégration, à l'illumination, ou à l'appeler, c'est, par la fragmentation, l'espoir de produire un esprit non fragmentaire. Et est-ce possible? Les yogis, les rishis et divers gourous promettent de telles choses. Mais nous devons découvrir pourquoi la fragmentation existe. Quel est son mécanisme? Et n'atteignez pas une conclusion verbale ou intellectuelle sur votre processus. Nous devons voir, en réalité, pas analytiquement, tout son mécanisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre, sinon c'est bien de s'arrêter pour considérer cette question ensemble. Interrogando, ces sages, ces rires, comme ils les appellent, ne sont pas des hommes éclairés. Krishnamurti, qu'en penses-tu? Tu veux savoir mon avis? Seuls les défauts donnent des opinions. Comment pouvez-vous savoir qui est clarifié? Ne posez jamais cette question. Je peux m'asseoir sur une scène et dire que je suis le plus sage, le plus éclairé, le plus divin des êtres humains. Mais comment puis-je savoir ce que je suis? C'est ce qui se passe dans le monde. Un homme arrive, fait un tel partenariat et vous dit de faire certaines choses pour réaliser l'illumination. Je l'ai et je peux vous donner. Et comment savez-vous qu'il est un homme éclairé? Et qu'est-ce que c'est important de savoir qui est clarifié et qui ne l'est pas? Interrogando, une personne peut avoir des expériences par lui-même en faisant certaines choses, en suivant une certaine méthode. Krishnamurti, non monsieur, il n'y a pas de méthode à suivre. Nous ne vous proposerons aucune méthode. Nous apprenons. L'apprentissage ne suit pas une méthode. On peut apprendre quelque chose à travers une méthode, mais ce qui est appris ne fait que conditionner l'esprit à ce système. L'apprentissage est d'observer. Si nous observons qu'un système donné conditionne et mécanise l'esprit, alors tous les systèmes donnent le même résultat. Vous apprenez ce que le système donne. Grâce à un système, on peut avoir l'expérience la plus fantastique, mais une telle expérience sera toujours très limitée. Et c'est parfaitement évident. L'interrogance pour commencer, ne pourriez-vous pas utiliser un système juste pour avoir une idée, même si elle est partielle de son efficacité, puis de commencer le grand voyage? Krishnamurti, quel est utile pour commencer avec des béquilles, puis les laisser tomber? Monsieur, pourquoi être attrapé corps et haut lorsque vous avez la possibilité, en vous observant, en apprenant tout le phénomène de l'existence et en passant au-delà? Monsieur, si vous voulez l'aide d'un instructeur, permettez-moi de me considérer très respectueusement que cette idée que quelqu'un peut vous apprendre est le plus grand des obstacles. Il commence précisément avec une fragmentation, une division. Interrogando. Mais ne nous enseignez-vous pas? Krishnamurti, moi. Dès le début, cet orateur a dit qu'il n'y avait pas d'instructeur et pas de disciple. Il le dit depuis 45 ans. Et non par manque de six ou pour l'effet d'une réaction, mais parce qu'il a réalisé la vérité que personne ne peut enseigner les éclaircissements à une autre personne à travers un système. Pas si peu de méditation ou de toutes sortes de disciplines. Cette vérité l'a vue il y a 45 ans. Et maintenant vous demandez ou non un instructeur. J'ai déjà expliqué que je ne le suis pas. Être instructeur signifie qu'une certaine personne a accumulé des connaissances et les transmet aux autres, tout comme un enseignant donne aux élèves leurs connaissances. Ce n'est pas du tout notre relation. Ici, nous apprenons ensemble, comme nous l'expliquons déjà clairement. La communication signifie que les gens apprennent ensemble, créent ensemble et regardent ensemble. Comprenant cela, la communication devient totalement différente. Mais cet orateur est censé être sensé étant assis sur une scène. Vous en savez plus que vous. Vous êtes un homme éclairé, je vous le demande. Ayez la gentillesse de ne pas vous donner de telles choses. Vous ne savez rien de la clarification. Si je savais ce que c'est, si vous le comprenez, si vous viviez, vous ne seriez pas là. L'une des choses les plus extraordinaires est de découvrir, d'apprendre et de ne pas être enseigné. Vous n'avez rien à payer à personne pour apprendre. Imaginez, payer de l'argent pour apprendre la vérité.
Que... Que fais-tu? Apprendre ou être enseigné? Messieurs, nous essayons de découvrir ce que la fragmentation implique. Lorsqu'il y a un instructeur et un disciple, c'est une fragmentation. Soit supérieur, moins inférieur, âme et corps, division, toujours division. Interroger, la pensée est capable de faire attention à une chose à la fois. N'est-ce pas donc la cause de la fragmentation? Si penser à faire attention à une chose doit rejeter les autres, cela signifie que cette pensée génère inévitablement une fragmentation. L'activité même de la pensée est la fragmentation. Krishnamurti, nous apprendrons. Ayez la gentillesse de ne pas tirer des conclusions. Je demande pourquoi nous vivons dans cet état de fragmentation. Comment cela se produit-il? Quelle est la cause cachée de cette fragmentation? Supposons quelque chose de très simple. Vous êtes l'instructeur et moi le disciple. Pourquoi cette division entre vous et moi? Je veux apprendre, ou est-ce que je veux suivre l'autorité qui représente, ou que vous-même au-delà de vous-même? Vous dites que vous savez que vous êtes un homme éclairé, et je veux avoir ce que vous avez. Je suis passionné. J'ai besoin de quelque chose qui me donne le bonheur. C'est pourquoi je vous suis. Vous êtes le maître et moi le disciple. Voici la fragmentation. Je n'ai jamais demandé pourquoi je vous suis. Quelle est la raison? Quelle est la base de mon acceptation de vous en tant qu'autorité? Cela peut être un névrotique, un maniaque, qui a eu une expérience insignifiante et l'a remplie de son vent jusqu'à ce qu'elle en fasse une chose formidable. Comme je suis incapable de juger, je me rends fascine pour vos barbes, vos yeux ou quoi que ce soit d'autre, et vous suis pur et simplement. Mais si je veux apprendre, je ne vous accepterai pas comme autorité, car en même temps que cela, la fragmentation sera lancée. Voir ceci, s'il vous plaît. Quel que soit le genre d'autorité, spirituelle, police, militaire, au moment où nous le supposons, comme je suppose que vous savez et que je ne sais pas, la fragmentation est créée. Et cela mènera inévitablement le conflit entre vous, le maître et moi. Est-ce très clair? Si c'est le cas, je ne suivrai plus personne. Interrogando. Si la personne nous fait du bien, monsieur, pourquoi ne devrions-nous pas le suivre? Un fragment n'est-il pas mieux que quelque chose de mieux? Krishnamurti. Le maître m'apprend quelque chose et je le fais. Le faire, je suis désolé de plaisir. De plaisir. J'ai compris ce qui m'a été enseigné. Et qu'est-ce que cela indique? Indique mon empressement à vivre, à comprendre. Pas de moi, mais de ce que dit le gourou. S'il disait comprenez-vous, ce serait beaucoup plus important que tout ce qu'il a dit. Ne m'essayez pas comprenez. Essayez de comprendre, mais préfère me suivre pour vous comprendre. Pourquoi cette fragmentation est-elle? Interrogez, car nous sommes constitués de processus fragmentaires. Nos facultés sont fragmentaires, chacune avec une fonction spéciale. Krishnamurti, vous avez du talent pour l'ingénierie. Pourquoi cette faculté devrait-elle entraîner une fragmentation? Avez-vous des aptitudes à jouer du piano? Pourquoi cette question devrait-elle produire une fragmentation? Ne mettez-vous pas le wagon devant les bœufs. C'est la faculté qui produit une fragmentation. Ou c'est l'esprit que être fragmenté est l'un de ces fragments, l'une de ces facultés, et renforce ainsi la division. Je veux en savoir plus sur cette fragmentation. Si je pouvais le clarifier, mon action deviendrait complètement différente et ne serait plus fragmentaire. Et j'ai donc besoin d'enquêter. Je ne veux pas conclure ou commencer par une conclusion. Il y a une fragmentation, l'instructeur et le disciple. L'autorité, le suiveur, l'homme qui prétend être éclairé, ce qu'il dit que je ne sais pas, le communiste, le socialiste, et pourquoi? Comment cela se produit-il? Si je la comprenais vraiment, il a tout appris sur elle, je serais libre d'elle. Ma relation avec l'autre serait entièrement différente. Mon action serait totale, à la fois. Par conséquent, j'ai le devoir de le comprendre. Que me dites-vous, messieurs? Interrogez. Nous vivons dans un état d'attente et de désir. Krishnamurti, nous vivons dans l'attente et cette attente est l'une des conséquences de la fragmentation. Qu'attendez-vous? Est-ce la véritable cause de la fragmentation? Ou est-ce l'un des effets de la fragmentation, comme le
désir de succès. Souhaitant le succès est un effet de ma fragmentation? C'est une question plus importante. Je veux succéder à la peinture, à l'écriture, à travers cela ou cela signifie? Alors, quelle est la base de la fragmentation? Interrogando. C'est dû à la limite de chacune de nos facultés. Notre vision est limitée. Nos sens et notre intelligence sont limités. Aucune possibilité, nous devons voir le tout à la fois. Krishnamurti, ma vision n'a qu'une seule direction. Si j'avais des yeux en arrière, je pouvais voir le tout. Est-ce à quoi nous tenons-nous? Suis-je par hasard que ma vision soit limitée? Bien sûr, ma vision physique est limitée. Je ne vois pas toute la montagne, Alps. Peut-être que je pourrais la voir du haut, dans un avion, mais ce n'est pas ce à quoi nous avons affaire. Nous considérons pourquoi l'esprit, le cerveau, divise. Interrogés, nous n'avons aucune possibilité de penser à tout le monde à la fois. Krishnamurti me dit donc que la fragmentation existera tant qu'il y aura une pensée qui est incapable de penser à l'ensemble en même temps, que c'est la cause de la fragmentation. Interrogando. Oui, et notre communication avec d'autres personnes est également fragmentaire. En ce moment, nous sommes pensés à la connaissance de soi et à ne pas grimper. Tu ne peux pas tout assembler. Fiche dans la mort. Voyons maintenant clairement ce que nous avons à faire. Ce n'est pas d'escalade, comme vous l'avez dit, ni d'avoir des yeux derrière votre tête. Nous parlons de notre esprit, de nos façons de penser, de regarder, d'écouter, de tirer des conclusions. Parce qu'il y a ce processus qui implique inévitablement la fragmentation. Ce que nous traitons est interrogando. L'examen est déjà une activité fragmentaire. Krishnamurti. Oui, l'examen même de cette question est déjà une fragmentation. Mais nous demandons pourquoi cette fragmentation existe. Parce que je ne peux pas être en communion totale avec vous et vous avec moi. Voyons avec le processus, le mécanisme, la cause de cette fragmentation. Interrogando. Nous sommes attachés à nos idées sur nous-mêmes et à nos idées sur certaines choses. Krishnamurti. Oui, nous sommes attachés à toutes les forces à une conclusion. Et telle est la cause de fragmentation. Mais pourquoi sommes-nous attachés à une conclusion? Interrogando. Il continue de penser que tout est le résultat de la communication. Par exemple, à l'école, nous avons reçu des leçons du français, de l'anglais, de la géographie. Dès le début, notre éducation est fragmentaire. Krishnamurti. Il dit que notre éducation est fragmentaire et par conséquent, dès le plus jeune âge, notre esprit est conditionné par cette fragmentation. Interrogando. Le processus de pensée consiste à former des conclusions. On ne peut pas penser sans former de conclusions. Krishnamurti. Par conséquent, vous dites tous, par des mots plus ou moins différents, cette pensée est l'origine de toute fragmentation. Interrogando. La pensée est un fragment de nous-mêmes. Krishnamurti. Oui, penser est fragmentaire. C'est un fragment de nous-mêmes. Interrogando. Le résultat de notre réflexion, c'est-à-dire nos conclusions, produit nécessairement plus de fragmentation. Krishnamurti, vous avez raison, monsieur. Me dis donc, et j'apprends aussi, tout comme toi. Cette pensée est l'origine de toute fragmentation. Découvrons cela bien. Ne dites pas oui ou non. La pensée est le résultat, la réaction de la mémoire. Et la mémoire est le passé. Et bien sûr, ce souvenir du passé est toujours divisé. Le passé, aujourd'hui et demain, expérience passée, expérience actuelle et expérience future. C'est le passé qui dit je n'apprends pas, je ne sais pas et j'apprendrai de vous. N'est-ce pas la principale cause de fragmentation? Que dites-vous, messieurs? Interrogando. Vous avez déjà dit tout cela en parlant de temps. La perception du temps supprime notre attention du présent et divise donc. Krishnamurti, le temps se divise sans aucun doute. Et qu'est-ce que le temps? Enquêtez, monsieur. Il y a du temps chronologique. Je dois aller à la gare pour prendre un train qui part à un certain moment. Et il y a le temps dont j'ai besoin de faire quelque chose pour réussir. Tu sais, je ne sais pas, mais j'apprendrai.
Tout cela implique le temps psychologique, c'est-à-dire, je pense, j'apprendrai étape par étape. Je vais aller en passant progressivement de pas à pas, et à la fin, j'atteindrai cet état merveilleux. Il y a donc une division créée par la pensée qui veut du succès. Le succès, cette fois, n'est pas la richesse, mais la clarification ou la foi. Vous dites donc tous que la pensée est le mécanisme qui produit une fragmentation, non? Cette pensée qui dit que vous êtes hindou, vous êtes catholique, vous êtes sombre, vous êtes noir et vous êtes rose. La pensée a conditionné les valeurs d'une société et d'une culture particulière, de sorte que ceux qui n'appartiennent pas à cette culture sont considérés comme barbares. Est-ce très clair? Si c'est la pensée responsable de la fragmentation, que voulez-vous faire? Je dois travailler pour vivre, garder ma famille, et aussi pour moi, parce que j'ai mes problèmes, mes ambitions, mon désir de succès dans la vie, après le gain de subsistance, la famille, la fonction et le désir de, à partir de là, réaliser la position. Et enfin moi, tous fragmentés, pourquoi, que continuez-vous à me faire? Je vois que la pensée est responsable de tout cela. Est-ce exact ou non? Nous apprenons. Si l'orateur a tort, disons. Enquêtez. Interrogando. Mais nous pensons toujours. À ce moment même, nous pensons. Krishnamurti. Un instant. Vérifions ceci. Nous pensons toujours et disons j'ai besoin de travailler, j'ai de la famille, j'ai besoin d'amusement, de succès, de clarification, de gourou, d'autorité, etc., etc., etc. Et au milieu de tout cela, je crée de la confusion. Mais vous me dites que la pensée est responsable de cet état de choses. J'ai des pensées et ces pensées ont créé une certaine culture qui à son tour m'a conditionné. La pensée est à blâmer pour tout et me dit aussi que je dois travailler. Gagner de l'argent pour garder la famille, les enfants. Bref, le coupable est la pensée. Est-il très vrai que vous ayez raison? Ne dites pas que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais dire. S'assurer. Apprendre. Interrogando. Nous pensons que derrière la pensée, il y en a encore chose. Krishnamurti. Nous y arriverons. Mais voyons d'abord ce que nous avons à faire. Cette chose qui est derrière la pensée ne peut être réalisée sans comprendre l'ensemble du mécanisme de pensée. Sinon, nous ne ferons que fuir la pensée. Et la vérité? Dans votre vérité, ou ma vérité? Ni mon opinion personnelle, ni la vôtre. Et la vérité? Est-ce un fait que la pensée divise? La pensée sépare la vie d'aujourd'hui de mourir de demain. Je sais que demain je mourrai. Je pense que je mourrai et que je serai terrifié. Ou je pense... Oh, quelle merveilleuse expérience ça! J'ai besoin de répéter. Ou j'ai peur parce que j'ai fait une certaine chose. J'ai besoin de faire attention à ne pas recommencer. Ne laissez pas cela être découvert. La pensée génère donc toujours de la peur, de la douleur et du plaisir. La pensée divise. C'est la vérité, que ce soit Véja ou non. Ainsi, sachant que la pensée produit une fragmentation et maintient donc la division, qu'allez-vous faire?